bonsoir à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à la web radio du 3 juin 2026. Aujourd'hui, travaux majeurs en copropriété, sinistre. En fait, on va couvrir les deux en même temps. On a déjà eu une autre web radio avec Maître Jolicoeur sur les travaux majeurs, mais ce soir, on va ramener ça alentour des sinistres majeurs. Donc, mon nom est Valérie Couture, je suis animatrice de la web radio de Condo Légal. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Mes invités, j'ai beaucoup de monde ce soir pour notre web radio, puisque pour parler de sinistre, ça demande beaucoup de personnes pour pouvoir essayer de vous rendre ça le plus simple que possible. Donc, mon premier invité, Maître Yves Jolicoeur. Bonsoir, Maître Jolicoeur, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Maître Jolicoeur de Dunton-Rainville, avocat émérite, tout le monde, vous le connaissez bien. Alors, Maître Jolicoeur a pris un peu de son temps pour être avec nous. On a deux messieurs de Newsam Construction qui sont avec nous, qui travaillent sur des projets majeurs, qui sont entrepreneurs. Donc, on a Nick Lebac, qui est estimateur et développement des affaires chez Newsam. Salut, Nick. Bonjour. Merci d'être là, Nick. Et Paul Chapira, qui est avec nous aussi de Newsam, qui est le propriétaire de la compagnie. Bonsoir, Paul. Salut, bonsoir. Donc, merci, messieurs, d'être avec nous. Et Annie Gosselin, courtière en assurance chez Fort Assurance au bureau de Québec, mais qui offre un service partout. Allô, Annie, merci d'être là. Bonsoir, merci. Donc, vous avez vu qu'on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Notre commanditaire de la soirée, merci à Newsam, qui commandite la web radio de ce soir. Donc, on vous invite à aller voir leur site Internet pour voir les services qu'ils offrent. Ils sont basés, les bureaux sont à Westmount, à Montréal, mais ils travaillent, je vous confirme, beaucoup plus loin que Westmount de Montréal, donc à l'extérieur de la ville. Donc, si vous avez des travaux importants, pas nécessairement reliés au sinistre, mais des travaux d'importance, contactez-les pour avoir une soumission. Je vous le dis, Nick, c'est le champion des soumissions. Je vous le confirme. Donc, aussi notre partenaire de la soirée, qui est le RGCQ, qui est notre partenaire au niveau du support technologique, avec Lanceny qui est derrière la caméra. Et aussi, je tiens à préciser que Maître Jolicoeur est le président du RGCQ du provincial. Annie est sur le conseil d'administration du RGCQ Québec, chapitre Québec. Je suis aussi avec Maître Jolicoeur sur le conseil d'administration du chapitre de Montréal. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire comme syndicat. Tous les syndicats du Québec devraient être membres du RGCQ pour avoir accès aux formations qui sont à des coûts très, très, très bas. On parle de 20 $ pour assister à une conférence, webinaire, etc. Donc, allez voir sur le site. Si vous n'êtes pas encore membre, faites-le et allez voir sur le site. Donc, on commence la soirée et je commencerai bien sûr toujours avec Maître Jolicoeur pour démystifier parce que ce soir, on va parler beaucoup des travaux importants à réaliser après un sinistre. Donc, on a beaucoup de choses à faire quand il arrive un sinistre majeur, mais c'est quoi, première chose, Maître Jolicoeur, qu'on entend quand on parle de sinistre majeur? Parce que pour une tour, ça peut être beaucoup d'unités. Pour un 6 ou 12 unités ou 8 unités, un sinistre majeur, c'est certainement pas 30 portes, mais comment comme syndicat de copropriété, on dit, là, c'est sérieux. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? En fait, le législateur en 1994 a obligé dans un premier temps tous les syndicats courtiers à assurer en pleine valeur maintenant de reconstruction des bâtiments. L'objectif du législateur est simple, c'est d'assurer la pérennité d'un complexe immobilier en copropriété. Si jamais on a un sinistre, on est en mesure de le reconstruire. Bon. Euh, on a également prévu dans le Code civil que le conseil d'administration doit faire évaluer le coût de reconstruction du bâtiment pour que la police d'assurance soit conséquente en termes de valeur de reconstruction. Et ça, Mme Gosselin, qui est une des grandes expertes comme courtier d'assurance, pourra nous en parler tout à l'heure. Puis on a également prévu une modalité particulière qu'en cas de perte importante, l'argent qui sera versé par l'assureur va l'être à un fiduciaire d'assurance, c'est-à-dire une personne qui est indépendante de l'assureur, qui est là pour veiller au grain, c'est-à-dire de s'assurer que l'indemnité d'assurance
soit dédié au coût de reconstruction du bâtiment. D'ailleurs, on a une fiche pratique ici à l'écran. Bon, évidemment, se pose la question, c'est quoi une perte importante? Certaines déclarations prévoient que c'est 25% de la perte totale du bâtiment. Bon, mais ça reste quand même toujours une question à définir si on est dans une situation de perte importante. Mais c'est sûr que si on a une perte importante significative, ben, les copropriétaires, les créanciers hypothécaires ont tout intérêt à ce que l'indemnité d'assurance serve uniquement à reconstruire le bâtiment. Donc, on est dans des situations particulières. Ici, ce soir, bien sûr, on ne parlera pas d'un dégât d'eau entre deux appartements. On va peut-être parler d'un sinistre majeur où, dans un 12 logements, la moitié des logements sont incendiés. Et on doit les reconstruire. On va parler des fois, peut-être dans une grande tour, d'une vingtaine d'appartements sinistrés. On va peut-être parler de millions de dollars. Donc, on est dans des pertes importantes. Puis, il ne faut pas se le cacher, les administrateurs ne sont pas du tout préparés à cette situation. Moi, le premier incendie que j'ai connu, moi, j'ai développé une expertise en assurance, c'était en 1998, un feu important à Saint-Hubert. Les administrateurs m'ont appelé, ils disent, l'immeuble est en feu, venez mettre le cas. Moi, je ne suis pas pompier, hein. Je me suis présenté sur les lieux et j'ai été frappé par l'écosystème qui se passe autour d'un incendie. Évidemment, première réalité, des pompiers qui arrosent un bâtiment. Deuxième réalité, des sinistrés, des gens qui sont adjacents à l'immeuble et qui se demandent ce qui se passe. D'ailleurs, on pourra peut-être vous présenter la première page du livre sur les assurances en copropriété. La photo qui apparaît sur le livre, c'est moi qui l'ai pris un soir à Mirabel, dans un condo, où je voyais les boules de feu descendre d'un étage à l'autre. On voyait la progression du feu en réel. Je suis arrivé sur l'immeuble, les pompiers étaient là. Quand j'ai quitté, il ne restait plus rien de l'immeuble. Il s'était effondré. Alors, c'est des situations qui sont, et voilà, c'est justement Mirabel. Là, je suis arrivé, puis à la fin de la soirée, il ne restait plus rien. Alors, c'est des situations qui sont assez dramatiques pour des administrateurs, d'où vraiment l'importance d'avoir une véritable équipe, ce que j'appellerais le SWAT Teams, en soutien à un conseil d'administration qui sont composés déjà de sinistrés, hein, de gens qui ont pu un lieu pour dormir le soir, qui sont désespérés, qui ont peut-être perdu leur animal de compagnie. Il y a des Oui. drames, des souvenirs, l'album de photos, les souvenirs de quand j'étais petit. Euh, C'est incroyable ce qui se passe à l'esprit. Et les gens sont en zone de faiblesse. Je me souviens, moi, à Saint-Hubert, en 98, quand je suis arrivé sur l'incendie, j'ai vu un monsieur avec un casque blanc, c'était marqué sécurité. Et c'était un expert public qui cherchait à faire signer un contrat aux membres du conseil d'administration pour ramasser 10% du coût d'indemnité en disant, je m'occupe de tout. Là-dedans, il y a toutes sortes de monde, hein. C'est une faune Oui, assez oui. particulière, d'où l'importance, puis on a la chance d'avoir ce soir Annie Gosselin, d'avoir des gens, des intermédiaires de marché spécialisés qui vont pouvoir seconder un conseil d'administration qui sont dans une zone de stress aigu. Et c'est là que je vais insister, puis moi je peux au conseil d'assurance, l'importance fondamentale pour les syndicats de s'assurer que des conseils d'assurance spécialisés en copropriété. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous trouver les bonnes couvertures, mais ils vont être surtout là pour vous épauler par suite d'un sinistre, pour vous indiquer la marche à suivre, quoi faire par suite d'un sinistre. Donc, ça met un peu la table pour peut-être un coup sur vos Oui. prochaines questions. Mais je vais juste vous rassurer tout de suite que de convaincre les petits syndicats, souvent, même maintenant plus gros, de choisir un assureur en fonction de ses expertises, expériences et qualités pour copropriété, pas toujours facile. Mais ma deuxième question je vais la diriger vers Annie, ben, parce que Annie, effectivement, travaille pour Fort Assurance, qui, je tiens à le préciser, peut-être que Maître Jolicoeur l'a dit, mais l'équipe de Fort Assurance sont bons
dans tout quand ça va bien, des produits aux copropriétaires, etc., mais sont aussi bons dans les dossiers vraiment difficiles. Donc, on parle perte d'assureur, etc., etc. Je tiens à le préciser parce que souvent des administrateurs qui se retrouvent complètement démunis parce qu'ils n'ont plus d'assurance ou ils sont sur le bord depuis de n'avoir. Annie, première chose, on parle, je tiens à préciser que, bon, tu n'es pas expert en sinistre parce que c'est un titre que d'autres de tes collègues font, mais euh, vous avez un syndicat qui est assuré chez vous puis qui vit une situation de sinistre, que ce soit un incendie ou un sinistre par eau majeur qui touche beaucoup d'unités. Qu'est-ce que l'administrateur du syndicat, après avoir appelé les pompiers, bien sûr, ou faire fermer l'eau, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il appelle qui? Attends-tu à. On est dimanche matin dans la nuit, attends-tu au lundi pour appeler son assureur? Qu'est-ce qu'il fait? Il doit nous appeler au cabinet. Si c'est en dehors des heures de bureau, on a une ligne d'urgence où l'assuré va être redirigé pour avoir un service rapidement. Durant les heures de bureau, c'est le courtier, c'est moi qui vont contacter pour discuter de la situation, pour qu'on les prenne en charge. Au sein de notre cabinet chez Fort Assurance, nous avons un département avec plusieurs experts en sinistre. Nos experts vont s'occuper de faire ouvrir le dossier de réclamation auprès de l'assureur et de faire les suivis nécessaires pour que l'assuré soit contacté rapidement et s'assurer du bon déroulement là, de la réclamation. Et moi, quand je parle à mon syndicat, je recueille l'information le plus de détails possible. Et quand je demande à mon département de réclamation d'ouvrir le dossier, j'envoie la déclaration de copropriété, le descriptif des parties privatives et même une confirmation, comme le procès-verbal, à l'effet que ce descriptif-là a été voté par l'Assemblée des copropriétaires. C'est déjà une étape qu'on prend un petit peu d'avance parce que l'expert en sinistre va le demander au syndicat. Donc, on le transmet en ouvrant la réclamation directement à l'assureur. Parce que Major League a donné comme exemple qu'il y a des gens qui sont, je l'ai vécu pas plus loin que 6, 8 mois à peu près, et il y a des gens qui s'en vont sur les sinistres, des entrepreneurs qui veulent proposer des services rapides et tout. En principe, le syndicat devrait parler à son assureur avant de confirmer qui que ce soit. Oui, de parler également à l'expert en sinistre pour que si on a de l'assèchement à faire, des travaux d'urgence, ça soit confié à une compagnie spécialisée, là. Parce OK. que je sais que des fois, les syndicats peuvent être contactés directement, mais c'est préférable d'en discuter avec le courtier et aussi l'expert en sinistre. Parfait. On, Euh, on- oui, Major League? on a quand même, c'est intéressant ce système qui s'installe autour d'un incendie. Euh, on a bien des gens intéressés, comme les oiseaux de proie qui se tournent autour d'un bâtiment incendiaire. Je me suis toujours posé une question si c'était branché sur les zones des pompiers pour savoir que le feu avait lieu à tel endroit. Mais on va se ramasser effectivement avec des gens de tout acabit, Oui. c'est des entrepreneurs après sinistre qui vont vous venir vous dire que si vous faites rien, vous êtes responsable comme administrateur, vous devez même vous faire poursuivre si vous faites peut-être telle chose. Et parfois, ils vont même faire signer des documents pour un contrat de mesure de conservation dans lesquels les administrateurs qui vont signer se portent personnellement responsables du paiement des sommes dues. Alors, faites bien attention à ce que vous signez sur les lieux, parce qu'il y a même, j'ai vu des doses de cautionnement. Alors, il y a des situations, je vous dirais, un peu indélicates autour de cette industrie. Il y a des gens de grande Oui. qualité. On a vu ça à Québec. Il y a des sociétés parce que, vous savez, il n'y a rien de plus tentant pour un entrepreneur de tout arracher les murs après un dégât d'eau, hein. On connaît les pompiers, leur appétit de sortir la hache, mais il y a également des compagnies qui sont prêtes à tout arracher les murs, alors qu'il y a peut-être d'autres mesures. Là, on a une société à Québec, un exemple qui s'appelle ASEC, là, qui ont des systèmes pour assécher l'intérieur des murs sans tout arracher. Tu sais, comme Napoléon disait à ses généraux sur les champs de bataille, nous sommes pressés, mais prenons notre temps. C'est pas nécessaire
que dans les 12 heures, tout se décide. Il faut laisser la chance, dans un premier temps, de faire, dans le fond, un état des lieux, mais également de prendre les mesures conservatoires qui sont raisonnables, mais qui n'engageront pas la responsabilité. Je trouve ça choquant, certaines pratiques de l'industrie où on s'amène avec des gens qui ne devraient pas être sur les lieux d'un sinistre. Ben, c'est très bien parce euh, effectivement, mettons en garde les administrateurs, ayant parlé avant à notre courtier, à notre expert en sinistre, puis le contrat. Je suis obligée de tout de suite me diriger vers Paul et Nick parce que c'est trop important. Maître Jolicoeur vient de spécifier que les gens peuvent signer des choses et tout. Si là, je sais pas si c'est Paul ou Nick qui allait me répondre, là, mais euh, quand on a à faire des travaux dans un bâtiment, j'ai deux, trois questions là, en rafale rapidement. C'est qu'est-ce qui devrait être proposé par une firme professionnelle de, d'entrepreneurs en construction pour un syndicat de copropriété? Ça ressemble à quoi le contrat qui doit? Est-ce que, puis là, je lance ça, là. Est-ce qu'on prend le devis, puis on vous le donne, puis vous dites, c'est bon, on fait ça comme ça, puis etc. Comment vous organisez le syndicat pour le protéger, puis s'assurer que les bonnes personnes qui ont les bonnes cartes de compétences vont travailler? Je sais pas qui va me répondre, Nick ou Paul, mais Ben, allez-y. peut-être moi je peux répondre là-dessus. C'est sûr que la première étape pour vous protéger, c'est de faire une analyse de la soumission que vous allez recevoir de votre assurance parce que surtout dans un cas de gros incendie, il y aura beaucoup de pages à lire parce que leur logiciel, comment ils vont déterminer les coûts, c'est par pied carré de chaque tâche de travail. Mais c'est important de voir c'est quoi les prix qui sont donnés et pour quelles raisons. Et est-ce que les prix, ça aligne avec les coûts réels du jour? Et est-ce que ça aligne aussi avec les besoins professionnels? Parce que surtout quand on parle d'un gros incendie, il faut avoir, mettons, des plans d'un architecte ou un plan d'ingénieur des, peut-être même des plans mécaniques, parce qu'on a besoin, comme entrepreneurs, quand on parle d'un gros projet, il faut avoir des plans pour suivre. C'est pas juste quelque chose qu'on fait juste dans notre tête. Et c'est important pour nous, mais c'est plutôt important pour le copropriété parce que après que le projet est livré, il peut être assuré qu'ils ont reçu quelque chose qui était comme dessiné, qui est tout comme fait comme il faut sur des plans. OK. Peut-être pour rebondir, Mme Couture, sur le propos de M. Laubac, c'est que on a peut-être sauté une étape là, avant d'arriver à Oui, l'entrepreneur, parce que dans la réalité des choses, dans l'industrie, les assureurs fréquemment ont des ententes avec des entrepreneurs pour faire des travaux de réhabilitation. Ouais. Ils appellent ça L'assèchement. une non, ils appellent ça des collaborateurs OK. Une liste de amis. réseau, Pardon? une liste de réseau de Bon, confiance. une liste de réseaux de confiance. Bon, moi, mes expériences que j'ai sur les sinistres, c'est que cette liste de réseaux de confiance débarque dans l'immeuble et commence des travaux sans que le syndicat n'ait un mot à dire. Alors, j'ai eu deux cas d'espèce. On n'est pas là pour cibler les assureurs ce soir, mais il y en a qui vont se reconnaître s'ils écoutent notre web radio. On s'en va avec des entrepreneurs avec qui on n'a aucun contrôle sur la portée des travaux. Puis l'élément le plus important, puis ça, je pense après ça, on redonnera la parole à l'entrepreneur de chez Newsam, peut-être M. Chapira pour soutenir mon propos. Le syndicat doit toujours être le maître d'œuvre des travaux. Toujours, toujours, toujours. Il y a des assureurs qui, malheureusement, n'ont pas encore compris ce raisonnement-là. Pourquoi ça doit être le maître d'œuvre des travaux? Parce que c'est lui qui doit s'assurer, tel que le prévoit l'article 1073 du Code civil du Québec, parce qu'on a une disposition spécifique en matière d'assurance, hein,
que le bâtiment soit reconstruit selon les normes actuelles et non pas sur les normes de 1992. Et c'est l'objet même, et Mme Gosselin sait parce que c'est les produits d'assurance qui doivent être souscrits. Et on va peut-être le mettre à l'écran, l'article 273, si c'est possible, pour que ça soit bien compris. Voilà. On dit que le syndicat est intérêt assurable dans tout l'immeuble, y compris les parties privatives. Il doit souscrire et s'assurance prévoyant une franchise raisonnable contre les risques usuels couvrant la totalité de l'immeuble, à l'exclusion des améliorations apportées par un propriétaire à sa partie privative, lorsqu'elles peuvent être identifiées. Le montant de l'assurance souscrite doit pourvoir, et c'est là l'élément le plus important, à la reconstruction de l'immeuble conformément aux normes, usages et règles de l'art applicables à ce moment. Donc, au moment du sinistre, pas au moment de la souscription. Je dois avoir une indemnité suffisante pour que mon bâtiment soit conforme. Il faut que mon bâtiment, si je veux revendre mon unité, soit pas dans une zone dérogatoire. Et c'est l'élément qui, malheureusement, n'est pas compris dans l'industrie de l'assurance, chez certains assureurs, pas tous, dans l'industrie de l'assurance. Et c'est là qu'on doit distinguer la qualité des assureurs. J'ai fait affaire avec des assureurs qui comprennent très bien le concept et d'autres qui ont peu de difficulté à le comprendre, de telle sorte que l'entrepreneur qui va faire des travaux, moi, je dois, comme administrateur, avoir le contrôle sur la portée des travaux. Maintenant, j'ai beau être un chirurgien cardiaque, avoir fait des études pendant 12 ans pour une spécialité, ça ne fait pas quelqu'un un homme de l'industrie de la construction. Qui suis-je pour savoir si mon bâtiment est reconstruit selon les normes? D'où l'importance, dès le début, de mettre un professionnel dans le dossier parce qu'il va falloir aller chercher un permis de construction à la ville. Puis la ville va demander de nouveaux plans de reconstruction. On ne peut pas prendre les plans de 1989 en disant c'est ceux-là. Non, la ville n'acceptera pas ça. J'ai besoin d'un permis de démolition, j'ai besoin d'un permis de reconstruction et j'ai besoin d'un saut de professionnel. Alors moi, si un entrepreneur de confiance débarque et commence à faire des travaux sans permis, ce que j'ai déjà vu, sans plan, ben là, on est dans un monde parallèle. Alors donc, c'est pour ça que la présence d'un courtier qui s'y connaît, ça va être votre chien de garde un peu. Ça va dire, vous avez des protections, vous avez des garanties. On est couvert généralement pour ce type d'honoraires professionnels pour faire en sorte qu'on ait un devis, des plans soumis pour fin de permis, déposés à la ville, qui va nous permettre, dans le cadre d'un contrat à intervenir entre le syndicat et l'entrepreneur, de définir la portée du contrat. On ne peut pas dire, ah, c'est un entrepreneur de confiance. Bien, il peut être de confiance, mais il y a quand même un processus. Et c'est là qu'on arrive dans le processus. Suis-je tenu de prendre l'entrepreneur de confiance de l'assureur? Bien, la réponse est non. Non. La réponse est non. Évidemment, les assureurs, et c'est un peu ce que fait référence Nick Novak il y a quelques instants, vont engager des évaluateurs. Parce qu'eux autres, ils Oui. veulent, avant de verser, dire, coudonc, l'entrepreneur, il abuse-tu de nous? Il va évaluer son coût. Mais ce n'est pas le rôle d'un assureur de devenir entrepreneur pour un syndicat de courtiers, et c'est ce qui me choque le plus. Et c'est ça qu'on doit éviter. Et une fois qu'on a effectivement les devis, on va choisir l'entrepreneur qui nous semble être celui adéquat. Est-ce qu'on a un intérêt de travailler avec l'entrepreneur de l'assureur? Parfois oui, parfois non. Parfois oui, parce que ce sont des gens qui ont développé une expertise. Puis parfois non, parce qu'il y a une trop grande proximité avec l'assureur qui va faire en sorte que certaines normes ne seront pas respectées, notamment les taux horaires sur les chantiers. Donc, donc moi, je vous dirais que l'assureur, il est là pour faire un chèque.
il n'est pas là pour reconstruire. Et ce qui est important, puis là, on va rentrer plus dans le détail avec M. Shapira et avec M. Laubac, à partir du moment, là, j'ai des plans de devis faits par un professionnel. Là, je vais aller chercher des prix. Je vais peut-être considérer l'entrepreneur référé par l'assureur, peut-être un autre, mais ultimement, on n'est pas dans un processus du plus bas soumissionnaire, on est dans un processus du juste prix pour les fins de la reconstruction. Donc, et c'est là que le rôle d'un architecte, d'un professionnel pour accompagner le conseil d'administration est fondamental et surtout d'un entrepreneur qui a une expertise reconnue dans le domaine des travaux de réhabilitation. Merci, ben, j'ai le cœur. Maintenant, Paul, quand on va comme syndicat, vous comprenez que tantôt, ben, j'ai le cœur donné l'exemple d'un médecin spécialiste qui connaît peut-être pas beaucoup de choses en construction. Il faut penser aussi à l'état d'un peu d'effervescence qui est négative, dans le sens où les gens sont désemparés, tout ça. Qu'est-ce qu'un administrateur devrait regarder pour choisir le bon entrepreneur? Premièrement, comment les gens devraient être approchés pour choisir cet entrepreneur-là? Tu peux nous donner des trucs puis des idées dans le sens où ça prend tel type de carte de compétences, parce que il y a justement, il va y avoir un architecte, un ingénieur qui va choisir ces personnes-là. Est-ce que c'est vous autres, l'entrepreneur, qui amenez ces bonnes personnes-là? Comment ça fonctionne pour que parce que l'idée en copropriété, c'est toujours d'aider le conseil d'administration parce que c'est pas sa spécialité. Comment tu verrais ça, Paul? Alors, c'est une très bonne question. Puis, c'est sûr qu'il y a des manières à voir si l'entrepreneur, si la compagnie de construction, ils sont en normes, ils ont toutes leurs licences en commençant, toutes leurs assurances. S'il fait affaire avec du monde qui ont toutes leurs attestations mises à jour, ça, c'est des affaires très, très importantes. Puis ça, c'est une manière. L'autre manière, c'est de les rencontrer, de les demander des questions pour voir comment est-ce qu'ils vont préparer les estimations, est-ce qu'ils vont suivre les normes, etc. Puis vraiment, un visite du chantier, puis une analyse du dossier, c'est hyper important. Puis le phase de pré-construction, c'est un phase très, très important pour identifier exactement les besoins puis, si le syndicat, puis si les sinistrés, ils ont confiance dans la compagnie de construction. OK, c'est clair. Puis, en fait, quand tu parles j'aime beaucoup d'entendre la rencontre pré-construction, tout ça. Euh, Parce que les gens, dans la situation qu'on donne, sont paniqués. Il faut que tout commence vite, puis vite, vite, vite. Les gens sont relocalisés, peu importe souvent un incendie, mais des fois des dégâts d'eau majeurs aussi. Ça peut être impossible d'être à la maison puis coucher là. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Comment que le conseil d'administration fait pour savoir que, il y a les bonnes choses? Quelle carte de compétences l'entrepreneur doit avoir pour faire ce type de reconstruction partielle ou totale? Dans le fond, avec le licence RBQ, avec le licence pour, dépendant le taille de l'édifice, dépendant des travaux, c'est facile à le savoir. OK. Alors, ça, c'est très important juste dès le départ. Puis aussi de voir si l'entrepreneur répond assez rapidement. Mettons, s'il doit déjà au départ courir après l'entrepreneur, c'est un mauvais signe, ça c'est clair. Si la compagnie prend ça au sérieux, s'ils ont une division d'estimation, s'ils ont une équipe, coordinateur, superviseur, toutes sortes d'équipes, ça va avancer les portées de travaux, les détails, ça va les avancer plus rapidement. OK. Merci, Paul, merci beaucoup. Et puis, dans le cas qu'on parle de reconstruction, ça nous prend des professionnels au dossier. Maître Jolicoeur a dit que le syndicat, c'est lui qui signe le contrat avec le syndicat et tout ça. Et parce que quand on a des travaux comme ça, on a l'évaluateur produit des documents qui sont très volumineux.
Est-ce que c'est aussi à l'entrepreneur à faire le suivi de l'évaluation des dommages, du début à la fin, de s'occuper, de tenter de respecter le devis, de le contester si ça fait pas de sens? Qui fait ça? C'est-tu les administrateurs qui doivent faire ça? Dans le fond, ça fait partie du phase de préconstruction. C'est pour vraiment examiner les portées de travaux, euh, regarder exactement avec les professionnels pour savoir, pour mettre l'édifice conforme, les lois, les règles mécaniques, structurelles. Ça a changé tellement, puis ça change à chaque année les lois. Alors, le code du bâtiment, ça doit être respecté. Alors, l'entrepreneur, l'estimateur, dans le phase de préconstruction, il va travailler avec l'architecte, avec le spécialiste en enveloppe de bâtiment, avec plusieurs personnes pour s'assurer que, en premier, les travaux sont faits comme il faut. Mettons, l'estimation est bâtie comme il faut. Mais aussi, c'est très important de voir s'il y a des écarts entre le budget qui était fourni par l'estimateur. Des fois, il manque des affaires très, très importantes, très majeures. Puis si on laisse passer des affaires, puis on ne l'étudie pas comme il faut, on ne l'examine pas comme il faut, qu'est-ce qui va passer? C'est que, à un moment donné, on va voir qu'il manque quelque chose, un grand, mettons, un montant assez important, qu'à la fin, ça rentre dans le budget, puis on essaie de voir ça dès le départ pour bien comprendre le montant, puis parler avec l'assurance. Puis il y a beaucoup de aller-retour avec l'assurance, avec l'architecte pour voir qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus. Bon point. On va peut-être, puis je trouve que le témoignage de M. Shepard est très intéressant, mais il faut remettre également les choses en perspective, là. Et malheureusement, c'est ça qui n'est pas toujours compris de certains assureurs. Le syndicat est celui qui va donner le contrat. C'est lui qui va être le maître de l'ouvrage, c'est lui qui va engager son professionnel, qui va établir les plans et devis. C'est à partir des plans et devis faits par le professionnel qu'on va établir le coût de reconstruction et non pas l'inverse. Parce que quand je vois des assureurs qui font des évaluations sans avoir évalué les plans et devis pour rendre l'immeuble conforme, c'est comme travailler à l'envers. Puis malheureusement, c'est une réalité qu'on voit dans Ben, le dossier. c'est souvent ça qu'on a, là. Souvent. Le monde travaille à l'envers. Donc, d'où l'importance d'avoir l'architecte. C'est sûr que les assureurs n'aiment pas la présence de professionnels parfois, certains. Et c'est la différence entre des assureurs de qualité et des assureurs de moins grande qualité. Il y a d'excellents assureurs sur le marché, il y en a qui sont moins bons. Mais ultimement, qu'ils soient bons ou pas bons, il faut que le syndicat soit accompagné, malheureusement, dans les pertes majeures d'un juriste, parce que les gens sont complètement démunis. Donc, moi, les dossiers que j'ai eus, je n'avais pas été là, ça serait mal terminé, parce qu'on doit revendiquer des droits. Mais le concept, il est simple. J'ai un feu majeur, partie du bâtiment brûle. Je vais engager un professionnel pour aller me chercher un permis. La ville va demander des plans et devis. C'est à partir de ces plans et devis qu'on va établir le coût de reconstruction, non pas l'inverse. Parce que si dans mes plans et devis, je dois me mettre aux normes sur telle norme, je ne ferai pas un devis de reconstruction sur les normes de 1992. Ça ne marche pas. Alors, les plans et devis, c'est la portée des travaux. Évidemment, l'assureur qui va faire évaluer, puis c'est tout à fait normal par ses évaluateurs, ben, il va produire une lourde documentation. Des fois, c'est des milliers de pages, détail par détail. Ça arrive, je l'ai vu récemment, que la calculatrice fonctionne plus ou moins bien en termes de résultats. Ils ont un peu discuté dans l'arithmétique. Alors, l'objectif, justement, c'est de faire en sorte que ça fonctionne. L'assureur est là, et c'est normal, pour indemniser son client en fonction de la juste valeur. On n'est pas là pour s'enrichir, on est là pour justement indemniser. Et c'est un exercice qui est passablement laborieux de prendre l'évaluation faite par l'évaluateur de l'assureur et de le mettre dans la réalité. On prenait l'exemple du taux de la CCQ, là, la Commission de construction du Québec. Ben, il y a des assureurs
qui ne mettent pas dans l'établissement de leur coût de construction les véritables taux de CCQ. C'est comme dire à un syndicat, c'est pas grave si vous enfreignez la loi d'engager un entrepreneur qui ne paye pas les bons taux. C'est troublant. Puis ça, je rappelle d'une chose, le syndicat, c'est lui qui signe le contrat. C'est lui qui est responsable du respect du cadre législatif. Puis c'est lui aussi, c'est important, qui va avoir un contrat de construction, parce qu'on n'en a pas parlé, Mme Couture, ce qu'on appelle les modèles de contrat CCDC. Hein. C'est des formules standards dans lesquelles on prévoit des retenues contractuelles. Hein, Effectivement. l'entrepreneur, on ne le paiera pas dans son entièreté parce que peut-être qu'il a oublié de payer son sous-traitant, peut-être qu'il va avoir des hypothèques légales. Et là-dessus, on en a parlé dans une émission précédente. Moi, quand j'agis comme fiduciaire d'assurance, je fais des retenues contractuelles à chaque fois que je suis un déboursé. Hein, j'ai l'aval de l'architecte qui me dit oui, oui, Magelcor, on est rendu à 30 d'avancement des travaux. La facture présentée est conforme à l'avancement des travaux. Donc, moi, j'ai une validation faite par un professionnel, puis en plus, j'ai le conseil qui valide par-dessus. Pourquoi? Parce que moi, si je suis fiduciaire d'assurance, je vais avoir de l'argent suffisant pour finir payer l'entrepreneur. Je ne veux pas des hypothèques légales de construction parce que c'est pas payé. Écoutez, c'est tout un chantier juridique et de construction que de voir à la réhabilitation. Mais c'est sûr que tout le monde doit travailler, que ce soit le courtier d'assurance qui va, nous, dans le fond, nous chercher toutes les garanties. Un autre élément aussi important, puis je pense que Valérie Gosselin pourrait peut-être en dire ces mots, c'est les frais de subsistance. C'était ma question, effectivement. Plus, Oui, plus l'assureur se traîne les pieds, plus je vais prendre du temps à reconstruire et plus mes copropriétaires qui sont délocalisés, et on va laisser Mme Gosselin nous donner l'information complète là-dessus, vont se ramasser à payer un loyer puis une hypothèque en même temps parce qu'ils n'ont plus de frais de relocalisation. Alors moi, comme conseil d'administration, je ne peux pas prendre trop de temps. Je ne sais pas si vous me comprenez, il faut être Ah, proactif, là. Il faut aller vite parce qu'à un oui. moment donné, il y a des gens qui financièrement vont devenir étouffés. Puis peut-être, Mme Gosselin, pourriez-vous nous expliquer c'est quoi les frais de relocalisation dans l'assurance habitation d'un copropriétaire? je ne suis pas courtier en assurance des particuliers, là, malheureusement, mais ce sont des frais sur une police d'assurance personnelle qui permettent aux copropriétaires de se relocaliser durant le temps des travaux. Mais tout dépendant du contrat, il y a une limite au bout de tout ça, là. C'est pas C'est pas à l'infini. éternel. C'est pas éternel, les frais de subsistance. Donc, un copropriétaire devrait discuter avec son courtier ou son agent de ce qui est alloué au niveau des frais de subsistance et d'évaluer si en cas de sinistre majeur, ça pourrait être suffisant pour pouvoir se relocaliser. Et ça, là-dessus, C'est important de le dire. C'est ouais. l'assureur privatif qui est en Ouais. charge de ça. Mhm. Et ça, là-dessus, c'est à géométrie variable. Les polices d'assurance ne sont pas tous identiques. Non. Moi, j'ai vu des polices d'assurance qui sont très généreux. J'en ai vu qu'après 6 mois, ils arrêtent de payer. Puis ça veut dire que si ça prend 2 ans à reconstruire le bâtiment parce qu'il y a une mauvaise cohésion entre l'assureur, le syndicat, les professionnels ou des hésitations de la part du conseil d'administration, plus, plus le chantier est retardé dans le temps, plus on a des copropriétaires qui vont devenir financièrement en difficulté, ayant à payer leur hypothèque, ayant à payer parfois les frais de condo, ayant à payer un nouveau logement, à payer de l'entreposage. Donc et ça va vite, là. On peut avoir des situations. Donc, c'est sûr que le conseil d'administration, dès le début, il doit absolument être en zone d'avoir une équipe pour que ça fonctionne le plus rapidement possible. Mais la réalité, peut-être M. Chapira pourrait nous en donner quelques mots. Dans un sinistre majeur, M. Chapira, je pense que de prendre la place de ma couture, ça prend combien de temps là, à reconstruire un bâtiment? De votre expérience, c'est-tu dans 2 mois, on a reconstruit le bâtiment, tout est fini, la peinture installée, le tapis mis. Comment ça marche, M. Chapira? Je pense que couture, mais ça me démangeait comme question. Mais moi, je sais la réponse, c'est 6 à 8 semaines. Ça, c'est sur la télévision. En réalité,
Ça peut prendre 8 à 12 mois. Ça peut prendre même plus. Ça dépend les délais. Ça dépend sur plusieurs affaires. Plus important, c'est quand on commence. Puis souvent, il y a les délais pour commencer, des négociations, des allers-retours pour finaliser le contrat. Alors, débuter, ça, c'est l'affaire où on perd beaucoup de temps. Alors, ça, c'est Et, une et, et, affaire qui est et, très, très importante, c'est de finaliser le contrat, avoir une entente par tout le monde sur Les mêmes le choses. portée de travaux, le prix, tout est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus, aux normes, que tout est conforme. Ça, c'est ce qui prend beaucoup de temps. Dès qu'on commence, ça peut prendre 6, 12, ça dépend vraiment de grandeur, puis le portée des travaux. et là, on ne parle Annie? pas d'un bâtiment avec un statut patrimonial, là. Ah, Ah Hmm. non, ça c'est bon ça. Non, exact. non, mais Oh, peut-être Mme Gosselin d'en parler, ça, effectivement, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans Oui. un statut patrimonial? Quand un bâtiment a un statut patrimonial, c'est parce qu'il possède la reconnaissance suprême du gouvernement du Québec. Et dans une situation comme ça, il relève du ministère de la Culture. Donc, tout doit passer par le ministère pour autoriser les travaux. J'ai des syndicats avec des statuts patrimoniaux qui me disent que seulement pour remplacer une fenêtre, c'est extrêmement compliqué. Donc, on n'est pas rendu à un sinistre majeur là, dans un cas comme ça, là. Ça peut être très, très long, voire peut-être quelques années pour voir la fin des travaux, selon moi. est-ce que ça, Moi, c'est une bonne question, mais est-ce que ça c'est tenu en compte autant par l'assureur privatif pour sa relocalisation suite à un potentiel sinistre ou de l'assureur du syndicat ben, c'est sûr qu'il en tient compte dans les coûts de reconstruction parce que l'évaluation est en conséquence des fenêtres patrimoniales, peu importe, là. Mais les assureurs, ça peut prendre quelques années. Il faut que les Ben, gens soient solides, là. puis il y a des assureurs qui ne veulent pas souscrire sur des risques où les bâtiments sont patrimoniaux parce que c'est des réclamations qui seraient extrêmement coûteuses aussi, là. Effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui veut Non. assurer dans le Vieux-Québec, dans le Vieux-Montréal, parce que la proximité, etc., etc., puis les remplacements. Ma question aussi, parce que là, on a parlé d'une reconstruction, est-ce qu'on a peut-être jeté à terre Mais on peut avoir des travaux majeurs, mais on n'a pas jeté la bâtisse à terre. Là, Maître Jolicoeur, est-ce que ça nous prend un architecte aussi? On a encore des murs, il ne reste plus grand-chose. Est-ce que le syndicat doit s'attendre d'avoir besoin d'un ingénieur? Parce que si c'est jeté à terre, c'est assez clair, mais qu'est-ce que des travaux très importants. Est-ce qu'on a dans des tours à étage des ascenseurs qui sont touchés? Est-ce que le syndicat fait juste venir son gars d'ascenseur puis décide de réparer puis c'est tout? On fait venir un spécialiste pour étudier qu'est-ce qui est atteint, etc. c'est une excellente question. En fait, la première chose à considérer pour un conseil d'administration, c'est d'être encadré par un juriste là, pour connaître les droits applicables, mais également par des professionnels du bâtiment, parce que généralement, on va devoir demander un permis à la ville. Donc, un permis. Dans certaines circonstances, on va devoir avoir des plans qui sont signés par un professionnel, dans d'autres, non. Alors, évidemment, ce sont des cas d'espèce, mais c'est vraiment le professionnel qui va le savoir, qui va s'enquérir auprès de la ville les degrés d'exigence pour obtenir un permis. Puis quand on parle de permis, là, on ne parle pas juste de permis de construction, on parle parfois de permis de démolition aussi. Oui. Alors, on ne peut pas commencer à casser un bâtiment sans avoir un permis de démolition. Puis on ne peut pas commencer à démolir un bâtiment sans considérer les risques périphériques à la démolition. C'est-à-dire que si j'ai une partie du bâtiment qui a été sinistrée, est-ce que structurellement parlant, mon bâtiment tient encore la route? Est-ce que structurellement parlant, j'ai des composantes qui ont affaibli la structure et qui mettent en péril les occupants? Puis l'autre élément aussi qu'il faut considérer, puis mon Dieu, que je m'essouffle dans des dossiers à dire ça à des assureurs,
je peux pas laisser du monde dans la bâtisse quand je suis dans une reconstruction majeure, quand je suis dans un chantier. Il faut sortir le monde du chantier. Si j'ai un dégât d'eau puis j'ai des zones de contamination majeure, il va falloir que je sorte les gens. Puis le conseil d'administration, puis écoutez, ça fait tellement longtemps que j'ai des dossiers de ce type-là. Quand on parle de 95, 98, là, c'est pas d'hier que j'ai des dossiers on parle de 30 ans, là. Moi, je me souviens d'un immeuble dans la région de Trois-Rivières où j'ai dû faire évacuer le bâtiment. Il était en train d'imploser le bâtiment, il était en train de s'effondrer sur lui-même, comme sur les charges de ben, il a fallu que j'aille chercher une ordonnance pour sortir des copropriétaires de leur logement qui ne voulaient pas sortir. Il n'y a rien de simple. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que vous avez intérêt, je comprends que c'est un coût, mais c'est un investissement à vous faire accompagner dans les sinistres majeurs de professionnels du droit et des professionnels de l'assurance, d'aller chercher des ressources, parce que plus vite on va rencontrer les conditions pour reconstruire, plus vite on va être en mesure de soumettre notre demande d'indemnisation parce que l'assureur, lui, il doit indemniser dans un délai relativement court, en autant qu'il ait toutes les pièces justificatives requises. Ça, Mme Gosselin, vous le savez. Mais, tu sais, à un moment donné, il ne faut pas être dans une situation où vous avez un ça, ah, il manque un papier. 6 mois plus tard, il en manque un autre. Parce que tout ça, ça reporte le processus de reconstruction. Comment peut-on donner un contrat à un entrepreneur si je n'ai pas pour acquis l'indemnité d'assurance? J'ai un problème. Moi, comme fiduciaire, j'ai un fichu problème. Donc, il faut réellement mettre les énergies requises pour déposer la réclamation auprès de l'assureur, pour avoir les professionnels et ultimement d'avoir l'entrepreneur pour déterminer vos coûts de reconstruction. J'aurais peut-être un point à Oui. rajouter parce que tout à l'heure, M. Julien, vous parliez de l'importance de faire évaluer le bâtiment selon l'article 1073. Euh, un évaluateur agréé devrait, en établissant son coût de reconstruction, s'assurer que la nouvelle reconstruction corresponde aux normes du Code du bâtiment. C'est important que les administrateurs posent la question à leur évaluateur. Si notre bâtiment brûle demain matin, est-ce que notre coût de reconstruction prévoit un bâtiment aux normes d'aujourd'hui? Si un bâtiment à l'époque n'était pas giclé, puis qu'aujourd'hui, il doit être giclé lors de la reconstruction, ça devrait être prévu dans le coût qui est établi par l'évaluateur. Mhm. Ouais. Annie, ta question, là, je la trouve, ton conseil est bon, là, mais je suis surpris qu'un administrateur doit penser à demander ça à l'évaluateur agréé que c'est sa job. J'ai déjà vu un rapport d'évaluation qui n'incluait pas le montant des taxes alors qu'on doit les assurer. Donc, C'est 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 pas le très fun. important. C'est pour ça que, comme entrepreneur, quand vous cherchez un entrepreneur, que vous demandez l'entrepreneur leur avis aussi, parce que sinon, c'est très facile de juste donner un mandat à un entrepreneur qui ne pose pas les questions, puis fait la construction Qui sans vraiment exécute. savoir les normes ou sans savoir, ou peut-être juste aimerait faire les travaux cowboys sans plan, sans ingénieur. On a vu des chantiers où c'est clair que ça prendrait comme un plan d'ingénieur, mais il y en avait pas, puis ça cause des problèmes et des risques, et au bout de ligne, ça tombe sur les copropriétaires. Et Effectivement. c'est peut-être important aussi, puis c'est peut-être pour rebondir sur le propos de Mme Gosselin, euh, l'article 1073, on peut peut-être le remettre à l'écran, c'est intéressant de le souligner, oblige les syndicats à avoir une couverture d'assurance qui permet, dans le fond, de reconstruire aux normes. Lui, il doit souscrire une couverture d'assurance qui permet de la reconstruction conformément aux normes, usages et règles de l'art applicables à ce moment. Bon, c'est une obligation du syndicat. Alors, la question qui se pose, est-ce que c'est une obligation pour l'assureur d'offrir un produit conséquent à ce qui est dans le Code civil du Québec? Alors, c'est important de demander à votre courtier d'assurance que le produit d'assurance qui vous est offert soit conforme à 1073 du Code civil du Québec.
Et malheureusement, c'est pas forcément chaque fois le cas. Parce que l'obligation, elle est envers le syndicat et non pas envers l'assureur. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, je vous dis là, clairement, pour les syndicats, retenez les services de courtier spécialisés en copropriété parce que leur travail, c'est justement de vérifier la conformité du produit d'assurance aux obligations du Code civil du Québec. Parce qu'on peut penser, un exemple, à des normes qui obligent, par exemple, d'avoir des échangeurs d'air pour être conforme, etc. Mais si le produit d'assurance ne le couvre pas, ça donne un argument pour l'assurance. Moi, je ne paye pas parce que non, mon produit d'assurance, il n'est pas calqué sur 1073. Essayons d'éviter ces débats parce que quand vous devez reconstruire puis que vous n'avez pas l'argent pour reconstruire, c'est quoi la conséquence? C'est simple. C'est C'est une simple. situation d'insuffisance d'assurance. C'est une situation qui peut exposer la responsabilité civile personnelle des administrateurs. C'est une situation qui amène à des cotisations spéciales à l'égard de copropriétaires sinistrés dans le logement du beau-frère parce qu'il n'y a plus de frais de subsistance. C'est des situations de stress aigu chez les gens parce qu'en souscription, on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Et moi, ce soir, je voulais réellement vous partager mon vécu comme avocat qui en fait depuis des décennies en disant, on ne peut pas engager des vendeurs d'assurance. Je fais référence à des courtiers. Moi, je venais d'avoir parlé d'un courtier d'assurance. Quand je lui ai dit le feu avait pris, il a dit, vous savez, mais c'est la première fois que j'ai un feu. Ah, j'ai dit, est-ce que vous savez comment ça... Ben, pour elle. Donc, lui, c'est un vendeur d'un produit d'assurance. Puis moi, je peux vous en parler parce que je n'ai pas de cette réserve de courtier ou de quelqu'un qui est assujetti à ces règles-là. Assurez-vous que la personne qui vous accompagne en souscription de couverture d'assurance ait une expertise parce qu'en cas de sinistre majeur, c'est ça qui va faire la différence en une situation qui va finalement permettre une reconstruction du bâtiment versus une situation où on va devoir lever des cotisations spéciales parce que ça a accroché à gauche pas à droite. Oui, ça commence à être compliqué pour nos administrateurs. Il faut qu'ils s'assurent que le courtier il est bon dans les copropriétés. Il faut qu'on s'assure qu'on est capable de trouver un bon évaluateur qui fasse la bonne évaluation. C'est complexe. Fait que ça nous amène, ben, Joli Cœur, à être bien entouré, bien sûr. Qui décide c'est le temps de prendre un fiduciaire? Est-ce que je dois aviser mon assureur? C'est-tu l'assureur qui le paye? Puis, j'ai-tu une liste sur Internet, fiduciaire d'assurance, puis il y a des noms? Comment ça marche? Ben, dans un premier temps, c'est pas un métier d'être fiduciaire d'assurance. Moi, je suis fiduciaire d'assurance. J'ai développé une expertise de par les dossiers que j'ai eus. Alors, on n'est pas nombreux à en faire. Je réalise avec la pratique, malheureusement, ma charge de fiduciaire d'assurance elle devrait s'exercer de façon beaucoup plus, euh, comment dire, plus mécanique que d'être proactif, parce que normalement, un fiduciaire d'assurance, son job est simple. Il reçoit une indemnité d'assurance de l'assureur, il y a un contrat, puis le fiduciaire va débourser progressivement avec les retenues contractuelles. Ce que j'ai expliqué en amont il y a quelques Ouais. instants. Ça devrait être ça. Mais malheureusement, mon vécu, c'est que ça ne marche pas. C'est comme fiduciaire d'assurance, je me sens des fois obligé de dire à l'assureur ou à l'expérience des assureurs, hey, vous avez peut-être oublié le droit à l'indemnité. C'est ça qui ne marche pas dans l'industrie d'assurance, chez les experts en sinistre. C'est le déficit de savoir du régime de la copropriété divise, c'est le déficit, voire la paresse de personnes qui ne prennent pas le temps de lire les polices d'assurance. Puis moi, j'en ai connu, je me souviens quand j'avais eu le feu à Vaubranc, qu'une des plus grandes pertes là, d'un expert en sinistre qui s'appelait Michel Barcelot, là, qui travaillait pour l'assureur. Lui, il réalisait sa police d'assurance. On avait une complicité dans les dossiers pour faire en sorte que l'assuré retrouve son logement. Malheureusement, mon expérience, c'est la croix et la bannière. C'est comme le combat. C'est-à-dire,
trouver pourquoi ça ne marche pas. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme une insensibilité au fait qu'on a des sinistrés qui vivent des stress aigus dans leur foyer sans savoir ce qui va se passer demain. Donc, retenons une chose, ceux qui vont nous écouter ce soir, puis j'espère qu'ils vont nous écouter avant qu'ils aient un sinistre et non pas après qu'ils aient un sinistre, parce que c'est toujours un peu d'histoire, c'est de dire, ben écoutez, oui, un sinistre, c'est compliqué. Ça engage souvent des millions de dollars de travaux de réhabilitation. On parle de millions dans des pertes. Ça va vite, là. Oui, ça Et, va vite. et ça nécessite qu'on ait un soutien parce que les administrateurs sont émotivement ébranlés par le sinistre. C'est pas facile. Moi, je les ai vécus du monde qui pleurait dans les assemblées, qui comprenait pas pourquoi c'était si compliqué, qui se sentait dans la zone d'injustice parce que malheureusement, le mécanisme ne fonctionnait pas de façon efficiente. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas couvert, puis ça va être encore vous, Maître Jolicoeur, avec votre expertise. On n'a pas parlé dans un dossier de reconstruction la déclaration de copropriété, les nouveaux certificats de localisation. Il reste à la fin de ce projet-là, c'est important, là. Il y a du légal au niveau notarial qui doit être fait. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui arrive? Parce que si personne ne leur dit aux administrateurs, ils ne Ah. penseront pas, eux autres, qu'il faut qu'ils refassent ça. Ouais, ben, en fait, on pourrait être un peu plus clair, puis évidemment, c'est de l'expertise qu'on a développée avec le temps. Dès que vous avez un sinistre majeur, bon, une perte d'un bâtiment ou un étage qui est rasé, euh, lors de la construction, puis nos amis de Newsam ne pourront pas reconstruire à l'identique, dans le volume identique, le lot tel qu'il existait. C'est impossible. Donc, il va y avoir des écarts de contenance entre ce qu'il y avait sur le plan cadastral avant le sinistre. Moi, mes premiers dossiers, Mme Couture, que j'ai connus, c'est suite aux tornades qu'il y avait eu à Gatineau. Des toitures complètes de bâtiments étaient parties au vent dans des copropriétés. L'eau était rentrée et ça a commencé des dossiers où on a reconstruit, mais on n'a pas reconstruit dans le volume qui existait avant le sinistre. Parce que un plan cadastral, c'est un plan en volume. Bon, alors, quand ça arrive, puis que les administrateurs n'ont pas été guidés par leur courtier d'assurance sur cette réalité-là, ben, ils sont contents, la peinture a été refaite. Et ils sont contents jusqu'au jour où il y a une vente. Et au jour où il y a une vente, où le vendeur va avoir un certificat de localisation qui a plus de 10 ans, et le notaire va lui dire, vous savez, M. Jolicoeur, votre certificat de localisation, il est plus bon. Ah, ben écoutez, notaire, Pas de j'en problème, fais on un. en fait un autre. Fais un. Puis là, on fait faire le certificat de localisation. Suite à la tornade ou au feu, puis l'arpenteur découvre qu'il y a des écarts de contenance sur les lots parce que le stock de bois, excusez-moi l'expression, ils n'ont pas pu le remettre dans le volume. Alors, ces écarts de contenance amènent à refaire le cadastre, amènent à refaire des sessions entre copropriétaires, amènent à aller chercher l'autorisation de chacun des créanciers hypothécaires. On parle de dizaines de milliers de dollars pour refaire le cadastre, arpenteur, géomètre et notaire. Bien, ça, généralement, c'est couvert. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui leur a dit, ben, vous savez, l'étage qui a été rasé, ça ne marche Ça plus. sera plus pareil, là. Ben, des fois, là, ça pop 15 ans plus tard, puis là, oubliez d'aller voir l'assureur, vous êtes prescrit, l'assureur, ben, vous savez, vous n'avez pas réclamé dans les délais, mais Christine Gagnon l'a déjà dénoncé dans un article qu'elle a écrit. C'est effectivement un élément à considérer et qui est coûteux et qui va bloquer les transactions parce que les gens ne pourront plus revendre dans l'immeuble en raison des écarts. Sur ce, il est 20h01, je crois, 20h02 en plus. On aurait pu parler encore du contrat de CCDC, BSDQ. On aurait pu parler encore du travail de l'évaluateur pour l'évaluation des travaux, tout ça.
Écoutez, c'est un dossier qui est très, très lourd, qui mérite d'être chapeauté par des professionnels, autant des professionnels en droit, autant des professionnels en assurance, autant des professionnels en entrepreneuriat, dans le sens où devez être bien entouré pour éviter d'oublier tout ce qu'on a donné comme morceau, qu'il ne faut pas oublier, puis encore plein d'autres choses. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Vous n'avez pas posé beaucoup de questions, nos auditeurs, ce soir. Zéro question. Je pense qu'on était en mode de prendre, de prendre, de prendre. Merci, Maître Jolicoeur, comme toujours. Merci à Vous êtes- Nick et Paul de Newsam. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gens, faites appel à eux. Ils savent de quoi ils parlent quand c'est le temps de faire comment je dirais, la loupe sur les devis. Puis ça, c'est important, on l'a bien dit. Merci beaucoup, Annie. Merci d'avoir été avec nous autres. Annie de groupe Fort Assurance, appelez-les, je vous le dis. Ils vont bien vous encadrer avec le produit pour la copropriété. Merci à notre commanditaire, Newsam, le commanditaire de la soirée. Et merci au RGCQ, à Lanceny et Gabriel qui sont derrière. C'est vrai, on a une activité avec le RGCQ qui est organisée à Offord sur les nouvelles obligations des syndicats de copropriété, quelle que soit leur taille. Donc, c'est dans l'Estrie. Alors, les gens de l'Estrie, inscrivez-vous rapidement pour cette conférence qui va être donnée prochainement, que j'ai pas la date, que je vois pas, c'est trop petit. 19 juin. Si vous me permettez juste de prendre la parole. Bien oui, ben oui. L'activité a lieu le 19 juin prochain à l'hôtel Estremont à Harford. Je vous invite y être pour deux raisons. Dans un premier temps, évidemment, c'est pour valoriser le savoir dans l'Estrie, mais c'est également un moment historique puisque nous créons un nouveau chapitre au niveau du RGCQ, le chapitre de l'Estrie, et dans lequel on va avoir un conseil d'administration, on va avoir de l'activité régionale. Juste pour vous mettre en perspective, le RGCQ, on représente plus de 100 000 portes de condos sur un parc de 425 000. On est la plus grande association et répond à un besoin réel dans les cantons de l'Est, effectivement, où on a une copropriété abondante. Alors moi, je vous invite à vous inscrire parce que c'est un lancement. Ça me rappelle celui que j'ai fait il y a 26 ans avec l'RGCQ en 1999, mais dont un quart de siècle plus tard, ben, on évolue en région. Donc, je vous invite à vous inscrire, à être présent pour saluer ce moment qui est très, très important. Merci, Maître Jolicoeur, pour avoir complété la présentation de la conférence à Offord. Oui, tout à fait. On a la nouveauté du livre de Maître Yves Papineau. Donc, puis je vous le dis là, il est encore plus épais que la troisième édition. Alors, moi, je viens de le recevoir, là, je suis très contente. C'est vraiment important. C'est un beau recueil. Vous savez que Maître Jolicoeur et Maître Papineau ont écrit plusieurs articles, plusieurs ouvrages. C'est des gens qui sont déjà très occupés puis ils donnent leur temps pour je pense que c'est Maître Papineau qui me dit tout le temps, c'est pas avec ça qu'on fait nos factures parce que c'est plus un don de soi. C'est le don de soi, je pense que c'est vous, Maître Jolicoeur, qui me l'aviez dit, mais s'il vous plaît, le dernier de Maître Papineau qui vient de sortir, Maître Jolicoeur est en train d'en écrire un, mais procurez-vous ces livres-là pour les syndicats de copropriété. C'est bien l'Internet et tout, mais des fois, de prendre le temps de lire les choses avec des exemples de leur pratique et tout, c'est vraiment important. Et quand même, 55 pour avoir le nouveau manuel de gestion de Maître Yves Papineau, c'est pas cher parce que toutes les heures qui sont là-dedans pour la rédaction des livres comme ça, vraiment, je vous invite à le commander tout de suite chez Wilson et Lafleur, bien sûr. Donc, vous pouvez visionner nos web radios si vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas pu rester jusqu'à la fin. Allez les revisiter sur Condo Légal, allez voir les fiches pratiques, allez revoir les fiches pratiques de ce soir, le fiduciaire d'assurance, les certificats de localisation. Il y a des certificats de localisation pour les parties privatives. Est-ce qu'il s'en en prend pour le syndicat, etc. Allez voir sur Condo Légal toutes les fiches pratiques. Vous allez trouver ce que vous avez besoin comme information.
Donc, merci. Et notre prochaine web radio, la dernière avant la relâche pour l'été, toujours dans nos sinistres, parce qu'on a beaucoup de vécu à vous passer là-dessus. Donc, le 17 juin, avec Hydro Solutions, c'est Nathalie Williams des comptes majeurs qui va être avec moi pour discuter chauffe-eau, remplacement de masse, détection d'eau, comment installation, comment ça fonctionne, etc. Et aussi, on va demander à Nathalie qu'elle nous explique, là, ils ont d'autres services comme les thermopompes qui peuvent installer dans les copropriétés, les bornes de recharge. Donc, on vous invite à notre dernière web radio avant relâche pour l'été, le 17 juin prochain. Merci à vous tous d'avoir été là et bonne fin de soirée. Merci à vous, Merci. Annie, Paul, Nick, Majolika. Bonne soirée. Bonne Merci. Au soirée. revoir. Merci, au revoir.